La Chine est en train de bouger discrètement sur son marché de l'or, et ce mouvement attire bien plus l'attention des traders et des analystes que ne le laissent penser les gros titres. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple ajustement technique de la part des banques. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est bien plus profond. Cela touche à la manière dont l'or est échangé, à qui y a accès, et à la façon dont les prix se forment réellement sur les marchés mondiaux. D'après des rapports récents, plusieurs grandes banques chinoises réduisent, voire suppriment complètement, l'accès des particuliers à certains services de trading sur l'or. Parmi elles, on trouve la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque postale d'épargne de Chine, Ping An Bank, ainsi que China Guangfa Bank. Ces banques ont participé à la mise en place de services d'intermédiation qui permettent aux investisseurs ordinaires de négocier des métaux précieux liés à la bourse de l'or de Shanghai. Mais attention, il ne s'agit pas d'une interdiction de posséder de l'or. Les gens peuvent toujours détenir de l'or physique. Ce qui est restreint, c'est l'accès au trading de détail et aux produits dits papier, notamment les contrats à effet de levier et les produits dérivés liés au prix de l'or plutôt qu'au métal physique lui-même. Ce sont, je le précise, des instruments où les investisseurs ne détiennent pas réellement d'or. En réalité, ils échangent des contrats financiers qui suivent le cours de l'or, souvent avec un effet de levier. Cela veut dire que de petits mouvements sur le prix de l'or peuvent se traduire par de gros gains ou de grosses pertes. Dans certains cas, l'effet de levier est tellement important que même une volatilité normale peut déclencher des liquidations forcées. Pour gérer ce risque, les banques chinoises augmentent donc les exigences de marge, parfois jusqu'à 140%. Résultat, cela devient beaucoup plus difficile et parfois même peu pratique, voire impossible, pour les investisseurs particuliers de continuer à trader ces produits comme avant. Donc même si le titre peut donner l'impression que la Chine ferme le marché de l'or pour les particuliers, la réalité est bien plus précise et nuancée. En fait, la Chine cherche surtout à limiter la spéculation des investisseurs ordinaires sur des produits dérivés adossés à l'or avec effet de levier, pas à restreindre l'accès à l'or lui-même. Le moment choisi pour cette décision est aussi très important, et j'espère que cette vidéo aidera à clarifier ce que la Chine est réellement en train de faire, parce que je vois beaucoup de rapports, beaucoup de vidéos qui interprètent mal cette question, parfois volontairement, parfois non. Donc le timing de cette décision compte vraiment. Elle intervient après une période de forte volatilité sur les marchés mondiaux de l'or. Plus tôt dans l'année, comme vous le savez peut-être, le prix de l'or a grimpé à des niveaux records, atteignant environ 2 500 $ l'once à son plus haut. Cette envolée a été alimentée par un mélange d'inquiétudes liées à l'inflation, d'incertitudes géopolitiques et de fortes positions spéculatives. Mais cette hausse n'a pas duré. Depuis, l'or a fortement corrigé, retombant sous le seuil des 2 400 $. C'est l'un des reculs les plus marqués de ces dernières années, et cette baisse n'a pas été provoquée par un seul facteur. Il y a eu plusieurs facteurs et sans doute 3 grandes forces en jeu ici. D'abord, les anticipations de taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis ont rendu les actifs sans rendement, comme l'or, moins attractifs. Ensuite, un dollar américain plus fort a exercé une pression à la baisse sur les prix des matières premières à l'échelle mondiale. Et le troisième facteur à souligner, peut-être le plus important, c'est le désengagement massif de la spéculation des particuliers, surtout sur les produits liés à l'or avec effet de levier. Ce dernier point est vraiment essentiel. Quand les investisseurs particuliers sont très exposés à l'effet de levier, même des variations de prix modérées peuvent provoquer des ventes forcées.
Et donc, cela peut amplifier la volatilité à la baisse, en pratique, ce qui provoque des chutes plus marquées que ce que les fondamentaux laisseraient prévoir. C'est exactement ce type de dynamique que les régulateurs en Chine semblent vouloir atténuer. C'est précisément ce qu'ils cherchent à cibler et à corriger. Du point de vue réglementaire, la justification officielle est très simple. Réduire le risque pour les investisseurs particuliers, limiter l'effet de levier excessif et stabiliser le comportement des marchés en période de forte volatilité. Mais sur le plan structurel, le changement va plus loin que la simple protection des investisseurs. Ce que la Chine fait, en réalité, c'est établir une distinction claire entre deux formes d'exposition à l'or. D'un côté, il y a l'or physique. C'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut mettre dans un coffre. Des lingots, des pièces, des réserves à long terme qui représentent une véritable propriété du métal. C'est ce que, selon moi, nous devrions tous chercher à posséder. Mais de l'autre côté, il y a l'or papier. Et là, je parle des produits dérivés, des contrats à effet de levier et de toute une série d'instruments financiers spéculatifs qui suivent le prix de l'or sans qu'il y ait de livraison physique. Le point essentiel, c'est que c'est cette deuxième catégorie qui est restreinte, pas la première. Cette distinction est importante, bien sûr, parce que sur les marchés financiers modernes, les titres papiers liés à l'or peuvent représenter plusieurs fois la quantité réelle d'or physique disponible. Ça crée un système où la formation des prix est en réalité fortement influencée par la spéculation et par l'effet de levier plutôt que par la seule demande physique. Donc, ce que fait la Chine en restreignant l'accès des particuliers aux produits à effet de levier, c'est qu'elle réduit en fait la couche spéculative qui s'ajoute au marché de l'or. Concrètement, cela pourrait déplacer un peu la formation des prix en l'éloignant des activités de trading à court terme pour la rapprocher davantage des achats et ventes physiques. Voilà. Et bien sûr, ça a des implications plus larges sur la manière dont l'or se comporte comme actif, surtout en période de tension. Ce mouvement s'inscrit aussi dans une tendance mondiale plus large. Les banques centrales augmentent régulièrement leurs réserves d'or physique. Dans le même temps, dans de nombreux marchés, les investisseurs particuliers ont été orientés vers des produits financiers comme les ETF ou les produits dérivés, plutôt que vers la détention directe d'or physique. Aujourd'hui, la Chine semble prendre une direction un peu différente. Elle limite l'effet de levier pour les particuliers et restreint l'accès aux produits spéculatifs, tout en cherchant à maintenir et à renforcer son attention sur les infrastructures liées à l'or physique. Il y a aussi des discussions plus larges sur le rôle croissant que la Chine pourrait jouer dans le règlement et la compensation des transactions sur l'or, notamment à travers Shanghai et Hong Kong. Donc, à long terme, cela pourrait mener à un système mondial de fixation du prix de l'or plus diversifié, moins dépendant des grands centres financiers occidentaux comme Londres ou New York. On voit ici un autre aspect de la stratégie chinoise qui cherche à s'éloigner des cadres économiques et financiers dominés par l'Occident en créant des systèmes de règlement alternatifs, des cadres alternatifs si on veut, pour régler les échanges, faire des affaires et transformer le paysage financier mondial. Si cette trajectoire se poursuit, le marché mondial de l'or pourrait peu à peu évoluer vers une structure plus divisée. D'un côté, une sphère dominée par les contrats papier, la liquidité et le trading financier. De l'autre, un marché tiré par la demande physique, par l'accumulation des banques centrales et bien sûr par les règlements en métal réel. Ce n'est pas simplement un changement technique dans la structure du marché, c'est un véritable tournant dans l'architecture même de la formation du prix de l'or à l'échelle mondiale. C'est de ça que je parlais tout à l'heure quand j'évoquais la découverte des prix. Pour les investisseurs et même pour tout observateur,
l'effet immédiat n'est pas forcément un choc d'offres ou une pénurie soudaine d'or. C'est plutôt une question de comportement du marché et aussi de sentiment. À court terme, la réduction du trading à effet de levier chez les particuliers pourrait faire baisser la volatilité et limiter les pics spéculatifs dans les mouvements de prix. Et cela pourrait aussi diminuer l'influence du trading de momentum porté par les investisseurs particuliers. Mais à plus long terme, le marché pourrait devenir davantage dominé par les flux institutionnels et la demande des banques centrales, avec un impact moindre des positions très spéculatives des particuliers. Cela ferait probablement de l'or un actif de réserve stratégique plutôt qu'un instrument de trading à court terme. Et c'est un changement important à comprendre parce que les banques centrales considèrent déjà l'or comme un actif de réserve, pas comme un actif spéculatif, c'est une valeur refuge. La politique de la Chine renforce en fait cette orientation, mais au niveau du commerce de détail. Donc, si on met de côté le titre accrocheur, la Chine ferme le trading de l'or pour les particuliers. L'histoire réelle, plus nuancée et bien plus subtile. Il ne s'agit pas de restreindre l'or lui-même, mais de limiter l'accès à la spéculation à effet de levier sur l'or. Et j'espère avoir bien clarifié cette distinction dans cette vidéo. Cela soulève d'ailleurs une question plus profonde. Vers où se dirigent réellement les marchés de l'or? Il semble qu'ils se dirigent vers un système davantage porté par la demande physique et par l'accumulation des États, et moins par les cycles de trading spéculatifs du secteur de détail qui ont tendance à amplifier la volatilité. Donc, en ce sens, ce n'est pas seulement un changement de politique à l'intérieur de la Chine. C'est aussi un autre signe que la structure des marchés mondiaux de la monnaie et des matières premières est en train d'être réécrite, lentement, sous la surface, en temps réel, pendant qu'on en parle. J'espère que cette petite mise à jour vous a plu. Si c'est le cas, et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'écrirai alors un article plus détaillé sur mon Substack et sur mon Patreon. J'espère que ce sera utile pour vous, mais vraiment, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I will see you back here tomorrow. Take care.